Ok, alors aujourd'hui je voudrais essayer de faire l'énergie, un peu, enfin de rappeler les questions énergétiques, le travail, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, les théorèmes de conservation. Et puis donc je vous ai distribué une feuille avec quelques exos, on verra si on fait ça ou d'autres. Alors, qu'est-ce que vous savez sur l'énergie? Pardon? Elle se conserve. Elle se conserve toujours ou souvent ou parfois ou... Yes, toujours dans un système fermé. Qu'est-ce que vous appelez système fermé? Isolé, isolé, ouais, isolé. Ok, alors, donc l'énergie c'est un concept un peu abstrait, hein, forcément, plus abstrait que la notion de force, mais en fait, enfin, c'est plus abstrait que la notion de force dans l'approche newtonienne, mais c'est celle qui nous intéresse. L'énergie n'est pas indépendante des forces, malgré tout. Vous savez donc qu'il y a probablement, vous savez qu'il y a des forces conservatives et des forces non conservatives, appelées ainsi en fonction de leur effet justement sur l'énergie d'un système. En présence de forces conservatives, l'énergie se conserve. En présence de forces non conservatives, l'énergie ne se conserve pas. Alors, on va rappeler ces notions. Néanmoins, il faut vraiment comprendre qu'à l'échelle fondamentale, l'énergie se conserve toujours. C'est un théorème très profond dû à Émile Noether qui a démontré, enfin, c'est une conséquence du théorème d'Émile Noether qui a démontré de manière très générale qu'à chaque symétrie du monde correspond une grandeur conservée. Alors, une des symétries du monde qui est vraiment fondamentale, c'est l'invariance par translation dans le temps. Si vous faites une expérience ici et maintenant, si vous refaites la même expérience plus tard, vous allez obtenir le même résultat. Les lois de la physique ne dépendent pas de l'instant auquel on les fait. Sauf si, bien sûr, si l'environnement a changé et qu'il y a d'autres influences sur le système, évidemment, il va se passer autre chose. Mais si tout est identique, c'est juste pas au même moment que vous faites l'expérience, alors vous allez obtenir le même résultat. C'est l'idée même des lois physiques qui font qu'on peut identifier des lois qui ne dépendent pas du moment où on fait l'expérience. Eh bien, donc ça, c'est une symétrie profonde, c'est-à-dire symétrie d'invariance par translation dans le temps, d'accord? La physique est la même à chaque instant. Les lois de la physique sont les mêmes à chaque instant. Eh bien, le théorème d'Émile Noether permet de démontrer qu'à cette symétrie fondamentale correspond une certaine grandeur, une certaine quantité, une certaine grandeur physique qui est conservée. Cette grandeur, c'est l'énergie. Donc, alors on va voir plus précisément ce que c'est. Donc, l'énergie est associée, la conservation de l'énergie est associée à l'invariance par translation dans le temps. Il y a d'autres lois de conservation dans la physique liées à d'autres lois d'invariance très fondamentales. Il y a l'invariance par translation dans l'espace, c'est-à-dire que si vous faites une certaine expérience ici ou si vous la faites ailleurs, mais en laissant évidemment identique tout ce qui peut influer les forces, l'environnement, tout ce qui peut en principe influer sur le système que vous étudiez, eh bien vous obtiendrez le même résultat. Tout ça est lié au fait qu'en fait, il n'y a pas de lieu privilégié dans l'espace, donc c'est une symétrie dite d'homogénéité de l'espace. Il n'y a pas des lieux qui ont des propriétés intrinsèques différentes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de lieu dans l'espace. On l'a vu dès le premier cours, il n'y a que des lieux relatifs. Vous ne pouvez pas définir un point dans l'espace. Ce point-là, comme j'avais déjà rappelé, ce point-là n'est pas un point. Pendant que j'en parle, ce point-là
vis-à-vis, par exemple, du référentiel du système solaire, il est entraîné par le fait que la Terre tourne sur elle-même, puis tourne autour du Soleil, etc., etc. Donc il n'y a pas de point, il n'y a pas de lieu dans l'espace. Donc ça n'aurait pas de sens de dire que la physique dépend du lieu où on se trouve, puisqu'il n'y a pas de lieu où on se trouve. D'accord ? Donc il n'y a que des lieux relatifs. Donc si vous ne changez pas la position relative des corps, que vous soyez ici ou ailleurs, ça veut tellement rien dire que, bien évidemment, les lois de la physique vont être les mêmes. Donc, il y a une invariance par translation dans l'espace qui est liée à ce qu'on appelle l'homogénéité de l'espace, et ça implique la conservation d'une autre grandeur, toujours en vertu du théorème de Noether, et cette grandeur, c'est la quantité de mouvement, comme vous savez sans doute, qu'on appelle aussi l'impulsion. Et puis, il y a une troisième invariance fondamentale dans la nature. Enfin, il y en a d'autres, mais de nature non classique. Donc, on va s'en tenir là. C'est l'invariance par rotation. Dans l'espace. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'isotropie. Toutes les directions... Donc, tous les instants se valent, tous les lieux se valent, et toutes les directions se valent. Si vous faites une expérience avec un dispositif orienté comme ça, puis si vous prenez tout, vous tournez l'ensemble du dispositif, vous refaites l'expérience, vous allez avoir le même résultat. Tout simplement parce que être orienté dans une certaine direction, à nouveau, ça ne veut rien dire. Vous pouvez être orienté dans une certaine direction par rapport à quelque chose, mais ce quelque chose est arbitraire. Donc il n'y a pas de direction spécifique dans l'univers. Du coup, c'est une invariance, c'est une loi d'invariance fondamentale de la réalité physique, et par conséquent, il lui est associé une loi de conservation. Alors, quelle est la grandeur conservée associée à cette invariance par rotation? Eh bien, c'est le moment cinétique. Alors, ces trois grandes lois de conservation sont vraiment fondamentales, c'est-à-dire que, quoi qu'on fasse dans l'univers, ça, c'est vrai. L'énergie se conserve toujours, force conservative ou non. L'énergie se conserve. Quantité de mouvement, pareil. La quantité de mouvement se conserve quoi qu'il arrive. Il y en a, bon. Et le moment cinétique aussi. Bien. J'ai pas... Oui. La conservation de la quantité de mouvement, ça fait un rapport avec la conservation de la masse? Non. On dit pas de la masse. Alors la masse se conserve en physique classique, la masse se conserve, mais vous savez que la masse est liée à l'énergie, donc avec les processus. Enfin, on a découvert des processus qui permettent de transformer de la masse en énergie, ou inversement, hein, par exemple une désintégration d'un noyau fait perdre de la masse au système, mais on récupère de l'énergie en quantité égale avec la correspondance E égale mc2 bien connue. Hein. D'accord, donc en général la masse se conserve, pas de façon universelle. Par contre, l'énergie se conserve de façon universelle, pour que l'énergie ne se conserve pas, il faudrait que ça ne soit pas vrai. Donc, on n'ait pas d'invariance par translation dans le temps. C'est-à-dire que si... Enfin, bon, j'ai expliqué ce que ça voulait dire. Donc, ce qui paraît pas très sensé. Si les lois de la physique devaient dépendre du temps, alors il n'y aurait pas de loi de la physique, ou alors les lois de la physique seraient les lois qui expliquent comment les lois dépendent du temps. Mais cette loi qui explique comment les lois dépendent du temps ne peut pas dépendre du temps. D'accord? Et donc ce serait ça la vraie loi fondamentale de la physique. Donc les lois fondamentales de la physique ne dépendent pas du temps, ne dépendent pas de l'espace et ne dépendent pas de l'orientation dans l'espace. Il en résulte ces conservations-là. Je n'ai pas écrit le nom du théorème en question. Noether comme ça ou NE avec le umlaut allemand. Là. Je précise qu'il s'agit d'une femme. C'est assez rare pour être souligné. Rare historiquement. Hein, n'allez pas déduire que les femmes auraient moins d'aptitude aux mathématiques ou à la physique que quelque autre
personne. C'est juste qu'historiquement, effectivement, l'accès, comme vous le savez, l'accès des femmes à l'éducation était très limité. C'est heureusement plus le cas, en tout cas de façon assez générale, en tout cas en France. Donc voilà, je souligne ce théorème très important. Et donc, alors ça se conserve en toutes circonstances quand le système est isolé, mais si on s'intéresse à un sous-système, alors évidemment, le simple fait qu'il puisse y avoir un transfert de quantité de mouvement d'un système à un autre, ou un transfert d'énergie d'un système à un autre, ou un transfert de moment cinétique d'un système à un autre, fait que pour un système particulier, ces grandeurs-là peuvent ne pas se conserver. Simplement, si elles ne se conservent pas, c'est que l'énergie, la quantité de mouvement et le moment cinétique sont passés ailleurs, ou sont venus d'ailleurs. Globalement, ça se conserve. Alors, ça veut dire que dp sur dt égale 0, globalement, si on considère un système isolé. Alors, système isolé, ça veut dire que, effectivement, ça ne peut pas passer ailleurs. La quantité de mouvement ne peut pas venir d'ailleurs ni passer ailleurs. Alors, quand ce n'est pas le cas, alors on a déjà vu, c'est la relation fondamentale de la dynamique, dp sur dt égale la force. Donc, si le système est isolé, si le système n'est pas isolé. De la même façon pour l'énergie, d de E sur dt égale 0, si le système est isolé. Sinon, d sur dt n'est pas égal à 0, et c'est égal à quoi? Eh bien, on va le revoir. Et pareil pour le moment cinétique, si je note sigma, le moment cinétique par rapport à un point O, ici comme ça, sigma O par exemple, d sigma O sur dt égale pardon, il manque une flèche ici. 0, si le système est isolé. Mais s'il n'est pas isolé, alors on reverra le théorème du moment cinétique qui nous dit que vous vous souvenez de à quoi est égale la dérivée du... À somme des moments des forces. Très bien. Au même point. On reverra ça, hein, bien sûr, mais... Voilà. Et là, c'est égal à quoi, ça? La somme des puissances. Alors, la somme des puissances, alors tout dépend si on met ici l'énergie cinétique ou l'énergie totale. Si on met l'énergie totale, ça va être la somme des puissances des forces non conservatives. Donc, les théorèmes de conservation, je vais changer de coup. Les théorèmes de conservation, là, voilà, sont valables de manière générale pour des systèmes isolés, mais ils se traduisent pour des systèmes non isolés par des théorèmes de non-conservation, mais qui sont très précis, qui nous disent, c'est-à-dire quand c'est pas conservé, ça nous dit comment ça varie. Et ça varie comme ça. Donc vous avez toute la physique newtonienne ici, vous avez toute la mécanique classique. Mais ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est que tout ça découle d'une seule loi. Il n'y en a qu'une en physique classique, c'est la relation fondamentale de la dynamique, associée aux lois des actions réciproques, qu'on peut soit déduire de ça, si on connaît le théorème de Noether, soit on est obligé de le postuler. Pardon, oui. Oui, si le système est isolé, ça se conserve. Si ce n'est pas isolé, du coup, ça peut ne pas se conserver, mais on sait précisément de quelle façon ça ne se conserve pas. C'est-à-dire de quelle grandeur, de quelle quantité ça varie. C'est ça qui est important. Donc, dans tous les cas, on a accès à une équation sur l'énergie, ou une équation sur la quantité de mouvement, ou une équation sur le moment cinétique. Dans le cas de système isolé, cette équation, elle est simple. C'est à chaque instant, ça vaut la même chose. Dans le cas de systèmes plus compliqués, où il y a un échange avec un milieu extérieur au système, alors ça ne se conserve pas nécessairement, mais on sait de combien ça varie. Et donc, on va pouvoir résoudre les problèmes de physique en écrivant explicitement de combien ça varie. Alors, voyons ça maintenant. D'accord, je m'arrête là.
Alors, j'aime bien introduire la notion d'énergie via le travail parce que fondamentalement, cette notion est très importante. Qu'est-ce que le travail d'une force? Eh bien, c'est lié à l'action d'une force associée à un déplacement. C'est quelque chose d'assez intuitif, ça ne s'appelle pas travail pour rien. Si vous exercez une force, par exemple, je déplace cette chaise, et que je la déplace voilà, d'une certaine longueur, j'ai effectué un travail. Si je la déplace sur une longueur 2 fois plus grande, c'est assez naturel de dire que j'ai effectué un travail 2 fois plus grand. Si, en fait, au lieu de déplacer la chaise, je déplace la table, j'ai besoin d'exercer un effort supérieur. Alors, effort, en fait, donc, je fournis un travail 2 fois plus grand si j'exerce une force 2 fois plus grande. Il y a une notion assez naturelle qui consiste à définir le travail comme la force exercée. Donc, alors, c'est toujours le travail d'une force, hein, comme la force exercée multipliée par la distance parcourue. Alors c'est ça l'idée sous-jacente. C'est un truc qui nous paraît effectivement pertinent. On sent bien que c'est une quantité qui veut dire quelque chose dans le monde physique. Ce n'est pas un truc qui n'a rien à voir avec la façon dont fonctionne le monde. Mais on va voir pourquoi cette définition-là est effectivement pertinente en reliant cette notion aux lois fondamentales de la mécanique, en l'occurrence de la dynamique. Mais avant, il faut la préciser un petit peu, parce qu'évidemment, d'abord, je peux exercer un travail, avec une force qui va varier dans le temps ou dans l'espace. Et donc, si j'exerce d'abord une grande force puis une petite force, comment calculer ce travail? Simplement, on va faire la somme des travaux élémentaires. Donc, on va définir un travail élémentaire. Pour un déplacement élémentaire, alors je vais noter delta W. Pour un déplacement élémentaire dr du corps sur lequel s'exerce la force, on va définir le travail comme étant la force scalaire dr. Alors ce produit scalaire, pourquoi? Pourquoi scalaire et pas simplement multiplié? Parce qu'en fait, il peut y avoir un corps qui se déplace dans le même sens que la force, ou dans un sens opposé, ou dans n'importe quelle autre direction. Si on est deux à pousser cette table, un qui la pousse par là, et puis moi qui la pousse par là, je peux pousser par là, mais si... voilà, on va faire comme ça. Si je pousse la table comme ça et que quelqu'un la pousse par là, la table va peut-être se déplacer comme ça, par exemple. Alors, est-ce que le travail de ma force, c'est ma force fois le déplacement total? Non, moi je n'ai contribué qu'au déplacement dans cette direction-là. Le déplacement dans cette direction-là, c'est le travail de l'autre qui a poussé avec sa propre force et qui a généré un certain déplacement dans la direction de sa propre force. Donc, le travail d'une force particulière, c'est la force fois le déplacement, mais c'est la force fois le déplacement dans la direction de la force. Ou si vous voulez, c'est la contribution de la force au déplacement total. Or, si je pousse par là et que le corps se déplace comme ça, la contribution de ma force au déplacement, c'est la projection de ma force dans la direction du déplacement. Alors, je peux effacer à gauche là maintenant? C'est bon? Il y a une magie avec le produit scalaire,
qui est que, donc je prends un point matériel qui va se déplacer de dr, et j'exerce une force pas forcément dans la direction du déplacement. Ça peut, mais ça peut ne pas. Donc, si je fais ça, j'ai deux façons de considérer le travail. Je pourrais dire, c'est ma force. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas ma force multipliée par le déplacement. Parce que, par exemple, le déplacement pourrait même être orthogonal à la force, auquel cas je suis pour rien dans le déplacement du corps. D'accord? Donc, j'ai deux façons de le voir. Soit je dis, c'est moi j'ai fourni cette force et le corps s'est déplacé le long de ma force de cette distance-là. Je vais l'appeler D parallèle. D'accord? Et donc, je vais dire que le travail élémentaire, c'est toute la force, la norme de la force, fois le déplacement le long de la force. Et j'ai une autre façon de le voir qui consiste à dire, en fait, dans la même situation, je vais refaire le dessin à côté pour ne pas trop charger la figure. Donc, j'ai la même force pour le même déplacement. Une autre façon de le dire, c'est que ma force, en fait, on a vu qu'on pouvait décomposer les forces suivant différentes composantes. Ma force, en fait, c'est une force parallèle au déplacement plus une force perpendiculaire au déplacement. D'accord? F orthogonale, F parallèle. Et donc, l'autre façon de voir le problème, c'est de dire que mon travail, en fait, ce n'est pas toute ma force fois le déplacement, c'est juste la partie de ma force qui est dans le sens du déplacement fois le déplacement. C'est donc F parallèle fois le déplacement total. OK? Vous voyez deux perspectives. C'est la partie de ma force qui contribue au déplacement, enfin, dans le sens du déplacement, c'est plus juste, ou bien ma force fois le déplacement le long de ma force. Alors la magie, c'est que ces deux choses-là sont égales, bien sûr, parce que D parallèle ici, si j'appelle θ l'angle entre les deux, D parallèle, ce n'est rien d'autre que dr en norme, fois cos θ. Donc ceci, c'est norme de F fois norme de dr fois cos θ. Mais la force parallèle, la composante parallèle de la force, c'est aussi la norme totale de F scalaire, fois cos θ. Donc j'ai aussi ici norme de F, pardon, enfin ce que j'ai appelé F parallèle, c'est norme de F fois cos θ. Donc que je projette dr sur la force ou la force sur dr, c'est le même cos θ qui intervient. Peu importe le sens de θ, cos de moins θ, c'est cos θ. Donc dans tous les cas, ça me donne exactement la même chose. Norme de F fois norme de dr fois cos θ. Donc ça, c'est une notion qui est bien définie, qui est robuste à la façon dont on la considère, et qui est parfaitement exprimée par ce produit scalaire, puisque comme vous le savez, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est la norme de l'un fois la norme de l'autre, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc ça, c'est très exactement la définition, la transcription mathématique de cette définition un peu intuitive qui nous vient lorsqu'on pense au travail. C'est l'application d'une force associée à un déplacement, et ce qui compte, c'est la composante de la force le long du déplacement ou la composante du déplacement le long de la force. Peu importe, c'est pareil, ça donne le produit scalaire. Donc voilà ce qu'est le travail élémentaire d'une force associée à un déplacement dr. Notez donc, bien sûr, que vous pouvez appliquer une force colossale s'il n'y a pas de mouvement le long de la force, le travail est nul. D'accord ? C'est-à-dire si vous faisiez rien, il se passerait pareil en termes de... Enfin, en tout cas, vous ne travaillez pas si le déplacement est nul. Inversement, si vous déplacez mais que la force est orthogonale au déplacement, eh bien, il n'y a pas de travail non plus. Donc voilà, par définition, ce qu'on appelle le travail. Alors pourquoi c'est une notion pertinente en mécanique? Je peux effacer là? Oui? Ouais.
Pourquoi c'est pertinent? Parce qu'il suffit d'écrire la relation fondamentale de la dynamique et de prendre le produit scalaire avec le déplacement pour obtenir le théorème de l'énergie cinétique qui va nous dire très précisément comment varie l'énergie lorsqu'elle varie. Alors, on a, je vous rappelle, m dv sur dt égale somme des forces. Allez, je vais les appeler Fi au cas où il y ait plusieurs forces, enfin, une force résultante. Eh bien, si je fais ça scalaire dr, ça va me donner m dv sur dt scalaire dr égale somme sur i des Fi scalaire dr. Et ça, par définition, c'est le travail élémentaire de la force Fi lors du déplacement dr. Donc ça, c'est égal à somme sur i de delta Wi. Enfin, delta W de Fi. Okay. Seulement ça, c'est pas n'importe quoi. M dv sur dt scalaire dr, là, vous avez un dr sur dt, en fait. dr sur dt, c'est V. Donc ça, ce n'est rien d'autre que mv scalaire dv. Oui? Je vais le faire comme ça. Donc ça, c'est mv scalaire dv. Ça, c'est v, d'accord? Et ça c'est la dérivée de 1,5 de mv2. Enfin, de mv scalaire v. Si je l'écris comme ça, je pense que c'est évident pour tout le monde. Si vous dérivez ça, bon, m est une constante. Vous avez dv scalaire v plus v scalaire dv. Donc vous avez 2 fois v scalaire dv avec le 1,5, ça donne ça. Donc là, il n'y a rien. Il se trouve que ça, c'est égal à ça, et donc c'est égal à ça. Par conséquent, on vient de montrer en une ligne, enfin en 2 lignes, que d de 1,5 de mv2 est égal à la somme des travaux des forces. Bien. Ben voilà. Ça, c'est l'énergie cinétique. Et donc, vous avez le théorème de l'énergie cinétique, et puis c'est fini, quoi. Je vais l'écrire comme ça. Théorème de l'énergie cinétique. On pose EC égale 1,5 de mv2. Donc ça s'appelle, on l'appelle l'énergie cinétique. Simplement parce que c'est lié à la vitesse. On a alors, en toutes circonstances, j'insiste là-dessus, c'est toujours vrai que les forces soient conservatives ou non, peu importe. La variation de l'énergie cinétique, d de EC, c'est égal à la somme des travaux des forces. Alors on peut aussi l'écrire en termes de puissance. Ça, c'est la variation pendant dt. Si vous voulez le taux de variation, dEc sur dt, eh bien, ça va être la somme de delta W sur dt. Et ça, par définition, le travail d'une force par une... Enfin, le travail d'une force pendant dt divisé par dt, c'est ce qu'on appelle la puissance. Donc,
P de F, c'est le travail de F sur dt, c'est-à-dire F scalaire dr sur dt, et dr sur dt c'est V, donc c'est F scalaire V. Et la puissance de F. Excusez-moi pour la ligne manquante. Bon, j'imagine que, enfin j'espère que tout ça ce ne sont que des révisions, mais donc, voilà. Par définition, la puissance d'une force, c'est F scalaire la vitesse. Alors la vitesse du point où ça s'applique, hein, bien sûr. C'est la force, c'est la vitesse du point où s'applique la force considérée. Parce que sur un corps, il peut y avoir plusieurs forces qui s'appliquent à différents points du corps, qui n'ont pas tous la même vitesse. Évidemment, la puissance de chaque force, c'est la force scalaire la vitesse du point où elle s'applique. D de C sur dt égale somme des puissances. Voilà. Donc c'est deux versions évidemment équivalentes du théorème de l'énergie cinétique. OK? Est-ce que ça, c'était déjà tous dans votre esprit clairement? Est-ce qu'il y a besoin que j'en dise un peu plus ou ça va? OK. Alors maintenant, on va aller au nœud du problème, parce que bon, ça, il n'y a pas de difficulté, hein, vous avez vu que ce n'est rien d'autre que ça. Hein, n'allez pas croire que c'est une loi de plus dans la nature. Il n'y a qu'une loi, c'est ça. La quantité de mouvement se conserve, sauf quand il y a des forces qui s'appliquent, et à ce moment-là, dp sur dt, c'est égal à la somme des forces. C'est en quelque sorte la définition des forces. De là, on en déduit en une ligne, simplement en faisant ça scalaire dr, que ça scalaire dr égale ça scalaire dr. Ça scalaire dr, on a vu que c'était simplement la dérivée d'un demi de mv2, donc la dérivée de l'énergie cinétique. Et ça scalaire dr, par définition, c'est le travail. Donc, on l'a juste appelé comme ça, parce que comme c'est une grandeur justement qui est pertinente, on lui a donné un nom. Mais enfin, ce théorème n'est rien d'autre que ça, scalaire dr. OK? Donc, l'expression du théorème de l'énergie cinétique en delta, ça donne quoi? Vous pourriez l'écrire? Delta EC, c'est égal à quoi? Oui, alors. Vous voulez dire un grand delta? Ouais, un grand delta. Ouais. C'est la somme des travaux. Exactement. Des travaux, quoi. Ouais, delta de EC, par définition, ça va être la somme sur toute la transformation des d de EC, hein, du début à la fin. D'accord? Ouais. Et donc, ça va être la somme de la somme des delta W de FI. Enfin, j'avais pas remis là, le détail des forces sur toutes les forces. Et donc, ça va être la somme de l'intégrale des delta, les sommes s'intervertissent bien sûr. Donc c'est pareil, hein, du début à la fin. Et donc ça va être la somme des delta W. Enfin, des W, pardon. Oui, merci, absolument, c'est pas un delta W, ça veut rien dire. Des W de FI. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre le petit delta et le petit delta, là. Enfin, les deux petits, quoi. Oui, alors ça c'est très important. Le petit d comme ceci, c'est le signe de la différentielle. D'accord? df. Enfin, f, c'est pas une force, là, c'est une fonction quelconque, d'accord? Différentielle de la fonction f. Par exemple, je peux effacer là, oui. Par exemple, vous avez une fonction de une variable, exemple, fonction de une variable x, vous avez df, ça vous dit de combien varie
f de x quand on fait une variation infinitésimale de la variable dx. Et en l'occurrence, vous savez que vous avez f' de x qui vaut df sur dx. Donc au premier ordre, hein, au premier ordre, df égale f' de x dx. Si vous avez une fonction de plusieurs variables, f de x, y, z, par exemple, vous allez avoir df qui vaut df sur dx dx plus df sur dy, alors là c'est des d ronds, hein, dérivés partiels bien sûr, par rapport à la variable en question, plus df sur dz dz. OK? Alors, donc ça, c'est le d droit, c'est celui qui est associé au dérivé, c'est quand vous avez une fonction d'une certaine variable, c'est sa différentielle. Maintenant, le petit delta ici, il est vraiment petit ce tableau, hein. Le petit delta ici se réfère à une petite variation, enfin, pardon, non pas une petite variation justement, à une petite quantité. Delta W, c'est le travail élémentaire de la force associée au déplacement infinitésimal dr. Et donc, delta W égale F scalaire dr. Alors, je commence seulement maintenant à répondre vraiment à votre question, je pense. Le point clé ici, la différence fondamentale avec ce qu'on a avant, c'est que W n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction de certaines variables. Il n'y a pas une fonction travail dont ceci serait la différentielle. Il n'y a de travail que associé à un déplacement. Donc, ce petit delta, je pourrais le noter comme ça. Ceci est le travail associé à dr. Je pourrais le noter comme ça, en fait. Je sais pas, vous voyez, avec une espèce d'indice ici. Comme c'est un travail associé à un petit déplacement, voilà. On l'appelle petit travail. Voilà, c'est ça. C'est un petit travail, c'est une petite quantité. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on va pouvoir en faire des intégrales, les mettre bout à bout pour faire un grand travail. Donc, c'est des petites quantités qui s'ajoutent comme des quantités infinitésimales, c'est-à-dire qu'on peut effectivement faire une intégrale, parce que ça c'est une vraie différentielle de R, parce que R est une fonction. R vaut quelque chose ici, R vaut autre chose là, et donc dr, c'est la différence entre ce que ça vaut ici et ce que ça vaut là. Mais le travail élémentaire, c'est pas comme si je fais ça, le travail élémentaire lors du déplacement, c'est pas comme si le travail il vaut quelque chose là, puis maintenant il vaut autre chose, et puis du coup la différentielle ce serait ce qui vaut maintenant moins ce qui valait avant. Non, le travail il vaut rien en soi. Enfin, il n'y a pas une fonction travail qui dit le travail vaut tant là comme ça. Non, le travail est forcément associé à un déplacement. Alors il peut être infinitésimal si le déplacement est infinitésimal. Donc ça en fait, on le note delta W pour rappeler que c'est un travail infinitésimal, mais ce n'est pas une différentielle. Ce n'est pas la variation entre un point et un point infiniment voisin d'une fonction qui aurait des valeurs en chaque point. OK? Ça va pour tout le monde? Bon, je pense qu'on reverra ce genre de subtilité au fil de l'eau. N'hésitez pas à reposer la question le moment venu. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, donc là, c'était une réponse aussi à votre question. Voilà. OK, alors maintenant, on va voir cette histoire de force conservative ou non. Je vais commencer par un exemple très simple qui permet
de se rendre compte de ce que signifie cette conservation de l'énergie. Je vais considérer que je prends un corps posé sur la table comme ça, et puis je le monte d'une certaine hauteur. Donc je prends un corps de masse m à une altitude que donc je vais appeler ça z. Je vais appeler 0 l'altitude de l'endroit d'où je démarre. Et puis j'exerce. Et puis l'idée donc c'est de l'emmener jusqu'à une altitude h. Et je me pose la question, quel est le travail minimal que je dois effectuer pour emmener le corps à la hauteur h? Alors, je suppose bien sûr que je suis dans un champ de pesanteur uniforme avec une accélération de la pesanteur égale à g. Par conséquent, il y a une force qui s'applique sur le corps, c'est son poids mg. Dirigé vers le bas, c'est-à-dire donc moins mg uz. Quel travail dois-je effectuer pour amener ce corps à la hauteur h? Pour l'amener à la hauteur h, il faut que j'applique une force qui va compenser le poids g. Enfin, le poids mg, pardon. Donc cette force, F, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle doit être supérieure à mg, sinon le corps ne va pas décoller. Quel est le travail de cette force, donc, entre cette position et celle-là? Par définition, le travail, je vais le noter comme ça, le travail de F pour aller de 0 à h, eh bien, ça va être la somme des F scalaires dr. Je fais un... Alors, et je m'intéresse au travail minimal. Au minimum, la force F doit compenser le poids mg. F, ça va être égal à moins mg, plus éventuellement un petit peu plus. Si F est beaucoup plus grand qu'mg, je vais aller vite à la hauteur h. Si F est juste un peu plus que mg, je vais aller doucement à la hauteur h. Mais le travail, dans tous les cas, ça va être la force. Si j'applique une force constante, ça va être la force fois le déplacement. Si j'applique une grande force, j'irai plus rapidement à la hauteur h et je vais fournir un plus grand travail, mais ce n'est pas nécessaire. Le travail minimal, en fait, il est obtenu lorsque je compense tout juste le poids, plus un petit quelque chose, sinon ça va prendre un temps infini, mais ce petit plus là, je peux le rendre aussi petit que je veux. Ça prendra juste de plus en plus de temps, mais qu'à cela ne tienne. Donc le travail minimal, en fait, ça va être le travail juste de la force qui compense le poids. Et donc si je calcule ce travail de 0 à h de f min, c'est donc le travail de 0 à h de moins mg. Et c'est donc la somme de z égale 0 à z égale h de, alors moins mg, en fait ça fait plus mg scalaire, enfin, ouais, je vais l'écrire proprement comme ça, scalaire dr. Et uz scalaire dr, c'est dz. Et la somme de mg dz, ça fait mgz, à prendre entre 0 et h. Et donc ça fait mgh. Bon, c'est beaucoup d'étapes pour une chose complètement triviale, hein, que j'aurais pu écrire immédiatement, mais c'est pour que vous voyez bien la progression. Je calcule le travail de la force minimale dont j'ai besoin pour déplacer un corps dans un champ de pesanteur.
Ah non, c'est juste parce que mg, c'est moins mg uz. Mais comment ça se fait qu'on ne le retrouve pas dans l'étape juste d'après, il n'y est plus entre là et là, voilà. Parce que uz scalaire dr, ben là, il n'y est pas le moins. Hein. Oui, mais pourquoi justement? Ah, là, parce que là, c'est moins mg, donc moins mg, c'est plus mg uz. J'ai orienté uz vers le haut. Oui, c'est moins le poids, la force. Je calcule pas le travail du poids, je calcule le travail de la force nécessaire. Ah oui, d'accord. Voilà, ok. Voilà, donc ça fait mgh. Autrement dit, pour amener ce corps d'ici à là, je dois fournir un travail mgh. Alors la magie maintenant, c'est que si je lâche le corps, je cesse d'exercer la force là, qui luttait contre le poids. Si je le lâche, le corps redescend. Alors, quel va être le travail du poids contre lequel j'ai lutté pour amener le corps à la hauteur h? Quel va être le travail du poids lors de la chute, lors du retour du corps à la position initiale? Le même, évidemment. Hein? Retour à z égale 0. Travail du poids, eh bien, W, je vais noter P le poids, donc de H à 0, c'est égal à somme de mg scalaire dr de z égale H à z égale 0, c'est égal à moins mg dz entre h et 0, et c'est égal à mgh, bien sûr. Puisque j'avais calculé le travail de la force qui s'opposait exactement au poids, dans un certain sens, enfin dans la montée, si maintenant je calcule le travail du poids, c'est-à-dire la force opposée, mais dans le sens opposé, c'est-à-dire à la descente, je vais avoir deux signes moins qui vont se compenser, et donc je vais obtenir la même chose. Autrement dit, le travail que j'ai fourni pour hisser le corps sur une hauteur h, ce travail n'est pas perdu. Le système, lorsque je suis passé de là à là, a changé d'état. Je me retrouve dans un autre état du système, et ce nouvel état du système est en fait capable de restituer l'intégralité du travail que j'avais fourni pour produire cet état. D'accord ? Je produis cet état, et le système, en fournissant un travail, eh bien, il y a dans le nouvel état du système la capacité de récupérer entièrement le travail que j'ai fourni. Et il suffit que je lâche le corps, et le poids va travailler et fournir exactement le même travail. Donc le travail que j'ai fourni n'est pas perdu. Et donc ce travail mis en œuvre est présent sous forme d'énergie potentielle dans le nouvel état du système. Le système étant non pas juste le corps, mais le corps et la Terre. S'il n'y a pas la Terre, il n'y a pas d'énergie potentielle. Mais s'il n'y a pas la Terre, je n'ai pas non plus besoin de fournir le moindre travail pour changer la position du corps. Enfin, le travail minimal doit être 0. Si je lutte contre aucune force, j'ai besoin au minimum... Enfin, évidemment, il faut qu'il se déplace, mais il faut une petite force pour le mettre en mouvement, mais elle peut être aussi petite que je veux, donc le travail minimal, c'est bien 0. Voilà, donc le travail fourni n'a pas été fourni en vain, il a changé l'état du système, et le système se trouve maintenant dans un état qui lui permet de restituer l'intégralité du travail. Pas une partie du travail, tout le travail. Et donc l'énergie s'est conservée, au sens où moi j'avais de l'énergie. Si vous appelez énergie capacité à fournir un travail, alors j'avais de l'énergie, j'avais une capacité à fournir un certain travail, je l'ai mise en œuvre, cette énergie, j'ai fourni le travail en question, mais cette énergie n'est pas perdue, le système est dans un nouvel état, et il est possible de récupérer cette énergie. Pas une fraction de cette énergie, toute cette énergie. Il suffit que je lâche le corps et je récupère mgh, le poids va à nouveau fournir ce travail-là. Ok, mais maintenant, une fois que le corps est en bas, où est l'énergie ? Puisque je suis revenu à 0, alors que j'avais quand même fourni un travail au départ, mgh. Eh bien, cette énergie, elle est justement sous forme d'énergie cinétique. Si vous calculez la vitesse du corps une fois qu'il arrive en bas, vous obtenez quoi ?
vitesse du corps en z égale 0. La vitesse du corps en z égale 0, il suffit d'écrire l'équation du mouvement. Donc je pars de z égale h avec une vitesse z point égale 0, d'accord? J'écris l'équation du mouvement. M z2 point égale moins mg, en projetant l'équation de la relation fondamentale de la dynamique sur l'axe z. Ça me donne donc z2 point égale g, c'est-à-dire z point égale moins gt et z égale moins 1,5 de gt2 plus h, parce que je suis parti de h à l'instant t égale 0. À quel moment j'arrive au sol? J'arrive au sol quand z égale 0. C'est-à-dire quand t, je vais l'appeler t sol, enfin non, t, allez, oui, t sol, égale, pour que ça soit 0, c'est donc racine de 2h sur g. Z égale 0 à cet instant-là. Et à cet instant-là, que vaut la vitesse? La vitesse au moment où on arrive au sol, eh bien c'est moins g fois ça. Donc moins g t sol, en projection sur l'axe z. Et donc ça fait moins racine de 2gh. Calculons donc l'énergie cinétique du corps au moment où il arrive au sol. 1,5 de mv sol carré. Et donc ça fait 1,5 de m fois 2gh, c'est-à-dire mgh. Donc j'avais de l'énergie, je l'ai mise en œuvre en effectuant un travail. Cette énergie est présente dans le système. Il y a une force interne, le poids en l'occurrence, contre lequel j'avais lutté, qui peut restituer l'intégralité du travail. Une fois que le poids a travaillé, cette énergie n'a toujours pas disparu, elle est maintenant présente sous forme d'énergie cinétique. Le corps a précisément la bonne vitesse pour que l'énergie potentielle perdue soit intégralement restituée dans l'énergie cinétique. Et en fait, c'est pour ça que l'expression de l'énergie cinétique, c'est 1,5 de mv2. C'est la quantité qui est telle que, effectivement, mgz plus 1,5 de mv2 égale constante, en vertu des lois du mouvement. C'est normal d'avoir un moins à la vitesse? Oui, parce qu'elle est vers le bas. Mais ça, c'est super vitesse, quoi. C'est la composante de la vitesse, c'est z point. Si vous préférez, j'écris ça z point. C'est la composante de la vitesse sur l'axe z. Okay. Évidemment, ça ne change pas l'énergie cinétique, ça aille vers le haut ou vers le bas. C'est la même énergie cinétique. Et donc, c'est la même que l'énergie qu'il y avait à la hauteur h, qui est la même que l'énergie que j'ai fournie en travaillant. C'est égal à mon travail. Donc, le travail et l'énergie, c'est la même quantité. L'énergie, c'est une capacité à fournir un travail. Ou plus généralement, à induire une transformation. Mais en mécanique, les transformations sont des déplacements. Et donc, on peut s'en tenir à cette capacité à fournir un travail. Mais si vous faites de la chimie, évidemment, l'énergie peut induire une transformation des constituants sans qu'il y ait un travail explicite avec une force qui s'est appliquée sur un corps qui s'est déplacé. Donc l'énergie, c'est plus large que ça. En vertu du théorème de Noether que j'ai rappelé, l'énergie se conserve quoi qu'il arrive. Mais il y a différentes formes d'énergie. C'est la somme de toutes ces énergies qui se conservent. Alors en mécanique, les énergies sont l'énergie cinétique et puis l'énergie potentielle. On vient de voir effectivement que quand je fais ça, j'ai fourni de l'énergie, mais elle n'a pas disparu et pourtant il n'y a pas de mouvement. Mais la configuration du système corps-terre
fait qu'il y a une capacité à fournir un travail. Si je lâche le corps, la force qui s'exerce entre le corps et la Terre va travailler effectivement et induire un mouvement. Bon, donc ça c'était un premier exemple. Je vais en prendre un second et après on fera... Enfin, après, je ferai un commentaire et des exercices. Le second exemple, parce qu'il est très important, c'est l'exemple de la force élastique. Exemple 2, force élastique. Alors, je prends un ressort fixé à un mur qui repose sur une table, sans frottement. Je suppose que sa position à vide correspond à x égale 0. J'appelle cette dimension x, là, enfin cette coordonnée x. Donc, on va dire qu'il est en x0 à la longueur à vide. Voilà, soyons général. Longueur à vide du ressort. Et j'appelle k la raideur du ressort. OK. Question. Quel est le travail minimal que je dois fournir pour faire passer le ressort de la longueur L0 à vide à une longueur L? Peut-être, je vais appeler ça, tiens, L0. Donc je démarre d'ici, donc ça c'est sa longueur à vide, et je veux le porter à la longueur L. Nouvelle position, correspondant à l'abscisse. Ouais, en fait, oui, oui, je suis là. Oui, bon, oui, alors L, oui. Ouais, d'accord, je vais y arriver. Ok. Quelle est la force qui s'exerce sur le corps? Alors, quand il est là, la force est 0. Mais plus le ressort s'allonge, plus la force est grande. Et donc, la force, on l'a revu la dernière fois, la force élastique, c'est moins K fois L moins L0 UX. D'accord? Hein? Si L est plus grand que L0, ça c'est positif, et donc la force est suivant moins UX. Donc il y a bien ce signe moins. Ok, donc si maintenant je veux étirer le ressort, il faut que je lutte contre cette force. Et donc la force minimale que je dois fournir, c'est moins la force élastique. Donc la force de l'opérateur, on va dire. Force minimale de l'opérateur, ça va être exactement moins la force élastique, c'est-à-dire K L moins L0 UX. Et donc le travail de l'opérateur lors de l'extension, bah pour une petite extension entre x et x plus dx, ça va être, eh bien évidemment, f scalaire dl, c'est-à-dire f, oui. Donc ça va être k l moins l0 ux fois, enfin scalaire dl ux, c'est-à-dire k l moins l0 dl. Et donc le travail total pour passer de L0 à L, ouais, on va l'appeler L1, le truc final, là, parce que L, du coup, c'est l'abscisse courante. Puis du coup, ça s'appelle plus X, ça s'appelle L. Bon, enfin, bref. Oh là 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 là. Non, mais vous comprenez l'idée. Du coup, c'est plus X. Oh merde. Bon, alors on remet des X. On remet des X. Oh là 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 là. Alors, bah, du coup, il faut faire... Aïe, 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 aïe. Ça va tester votre capacité à vous attacher à l'essentiel. Oui.
Ça va comme ça? Ouais. Évidemment, c'est plus facile pour moi d'effacer et de réécrire. On va de L0 à L1 et c'est l'abscisse X. Donc, la force c'est Kx moins L0 Ux. Donc, la force de l'opérateur, c'est l'opposé de ça. Donc, c'est ça. Et donc, le travail, c'est dr, là. Voilà, maintenant qu'on a changé toutes les lettres, on va pouvoir faire quelque chose. Et là, c'est dx. Bah, c'est le déplacement. Et le dr, c'est dx ux plus dy uy plus dz uz. Et là, ça se déplace que suivant ux, donc c'est dx ux. dr égale dx ux. Ah non, mais il manque un d. Non, c'est ça, oui. Ça, c'est dr. Ça, c'est dr. Et ça, c'est la force. Bon, je vous laisse faire les changements. Tout le monde est d'accord que le travail élémentaire, c'est ça, c'est la force fois le déplacement. Et donc, il suffit d'intégrer maintenant de x égale L0 à x égale L. C'est ça l'idée. De kx moins L0 dx. Et donc ça fait 1,5 de k x moins L0 carré à prendre entre L0 et L. Et donc ça fait 1,5 de k L moins L0 carré. Yes. Donc, pour étirer le ressort, il faut fournir un certain travail. On peut fournir plus, mais au minimum, il faut fournir ça. Et une fois qu'on a fait ça, le système est dans un nouvel état. Ce nouvel état, en fait, contient de l'énergie, puisqu'il y a une capacité à mettre en œuvre une force sur une certaine longueur, c'est-à-dire à fournir un travail. C'est précisément la force en question, c'est précisément la force élastique. Si une fois qu'on a étiré le ressort, on lâche, il va revenir. Et en revenant, quel va être le travail de la force élastique? Le travail de la force élastique pendant le retour, bah, c'est exactement... C'est la force opposée sur le déplacement opposé. Donc ça va être exactement le même. Vous pouvez le calculer explicitement, mais enfin ça reviendra à mettre ici un signe moins et ici un signe moins. Enfin, pas ici un signe moins, mais intervertir les bornes, ce qui revient au même. Donc l'énergie fournie n'est pas perdue. Soit dit en passant, j'ai dit que ça c'était le travail minimal, mais je peux fournir un plus grand travail si je tire plus fort pour l'amener là. Mais du coup, alors elle est passée où l'énergie si j'ai... Exactement, c'est que si je tire plus, le corps va arriver en L avec une vitesse, une certaine vitesse. Et donc on peut le calculer. On peut calculer précisément la vitesse à laquelle il arrive, et je vous garantis qu'il va y avoir que le travail dépensé va être égal à 1,5 de KL moins L0 carré plus 1,5 de M fois la vitesse au carré. Vous pouvez vous amuser à le vérifier. C'est un exercice qui n'est pas inutile. En fait, vous pouvez vérifier. Alors c'est pareil, hein, une fois que je l'ai lâché, il va revenir là, donc il n'aura plus d'énergie potentielle, ceci étant donc l'énergie potentielle, l'énergie que peut fournir le système du simple fait de son état étiré à la longueur L. Une fois que le corps va revenir là, il n'aura plus d'énergie potentielle, quand L égale L0, ça ne vaut plus rien, enfin ça vaut 0, mais évidemment il aura une certaine vitesse. Si vous résolvez l'équation du mouvement pour calculer la vitesse que le corps a ici, vous trouverez que 1,5 de mv2 est égal à ça. L'énergie potentielle est entièrement passée en énergie cinétique. Autrement dit, quand on fournit un travail, ce travail n'est pas perdu, il se retrouve dans
dans un nouvel état du système qui contient la capacité de mettre en œuvre le même travail. C'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Donc ceci est en fait l'énergie potentielle élastique associée à la force élastique. Alors, petite expérience. Je fournis un travail pour déplacer cet objet. Je fournis un travail. J'ai changé l'état du système. Le corps était là, maintenant il est là. J'ai fourni un travail. J'ai dépensé de l'énergie. Je lâche le corps. Il ne revient pas. Alors là, c'est embêtant. Parce que j'ai fourni... Jusqu'à présent, je fournis un travail, je lâche, on revient à l'état initial. Là aussi. Mais là, je fournis un travail, je lâche, et je peux attendre longtemps, il ne reviendra pas là. L'énergie s'est dissipée dans les L'énergie... Oui. Absolument. Donc là, on est dans un cas où manifestement, j'ai fourni un travail, mais ça s'est perdu. Ah non, parce que l'énergie totale est conservée. Voilà. Alors, comme l'énergie totale est conservée, ce n'est pas impossible qu'elle se soit perdue. Par conséquent, ce qui s'est passé, c'est que l'énergie a juste changé d'échelle, changé de nature. En fait, l'énergie se retrouve maintenant dans l'agitation des molécules liées au frottement. Ça a augmenté un petit peu la chaleur. L'énergie intégralement est conservée, c'est sûr. Simplement, on ne la voit plus à l'échelle à laquelle on travaille. C'est plus de l'énergie mécanique à l'échelle des corps. Donc, au niveau fondamental, l'énergie se conserve quoi qu'il arrive, parce que la physique est invariante par translation dans le temps. Mais n'empêche, à notre échelle, disons quand on fait de la mécanique, de temps en temps, il y a des forces qui conduisent, qui ne changent pas l'énergie du système, parce qu'elles peuvent être, l'énergie fournie peut être restituée, mais il y a manifestement des situations, et des situations très courantes, où le travail fourni, donc l'énergie donnée au système, a l'air d'être perdu. À l'air seulement, mais est perdu en pratique à l'échelle où on travaille, et donc il faut en tenir compte. Parce qu'on ne va pas s'amuser à aller suivre en détail toutes les molécules, comment elles bougent, comment elles ont changé leur vitesse. Entre-temps, ça a diffusé dans l'air partout. En plus, ça a frotté, là. Vous l'avez entendu un petit peu, vous l'entendez, là. Si vous l'entendez, c'est qu'il y a une onde sonore qui est venue, qui emporte de l'énergie, évidemment, parce que l'onde sonore, c'est quand même des oscillations des molécules. Donc, il y a de l'énergie qui est partie partout. Et si je voulais vraiment comprendre tout ça en détail, enfin, j'essaierais même pas, d'accord ? Néanmoins, je suis sûr et certain que si vous faites la somme de l'énergie cinétique d'agitation des molécules, de l'onde sonore qui est partie, de toutes les énergies possibles et imaginables, c'est sûr et certain, le bilan sera parfaitement égal à 0. C'est sûr et certain. Mais donc, à l'échelle où on travaille, si on s'intéresse au mouvement de ce corps, on ne va pas s'amuser à calculer les ondes sonores partout dans l'univers. Donc, on est bien obligé de faire le constat que pour le corps qui nous intéresse, et pour autant pour ce qu'on veut bien essayer de comprendre, eh bien, il y a des forces qui dissipent de l'énergie. L'énergie se conserve en absolu, mais pas toujours dans les problèmes qu'on se pose. Et donc, il y a des forces qui conduisent à une conservation et des forces qui ne conduisent pas à une conservation, qui dissipent. Eh bien, ces forces s'appellent des forces dissipatives ou non conservatives, et les autres conservatives. Alors, comment on gère ça d'un point de vue formel dans les équations, et comment on peut s'éviter d'aller chercher le détail de ce qui se passe à l'échelle où se passent les choses, c'est-à-dire à l'échelle des interactions entre les constituants élémentaires de la matière. Et donc, clairement, quand on s'intéresse à un corps macroscopique, on ne va pas chercher à décrire les constituants élémentaires, parce qu'il y en a, dans une mole, il y en a 6, 10 puissance 23. Donc, il faut juste oublier. Fort heureusement, on n'a pas besoin de ça, parce qu'on peut, à l'échelle macroscopique, utiliser des lois phénoménologiques, c'est-à-dire des lois qui décrivent les phénomènes à l'échelle où ils se présentent, et qui permettent en fait de résoudre les problèmes sans difficulté, et en tout cas sans avoir à aller dans le détail. Alors, je vais reprendre le théorème de l'énergie cinétique. On a vu, donc ça c'est juste, une fois qu'on prend la relation fondamentale de la dynamique, on fait scalaire dr, et on obtient d de c égale somme des travaux des forces. Dans ces forces, on a vu qu'il y en avait
qui conservaient l'énergie et d'autres qui ne la conservaient pas, à l'échelle où on regarde. Eh bien, simplement, je vais donc décomposer cette somme en une somme des travaux pour les forces conservatives et une somme des travaux pour les forces non conservatives. Donc, voilà, plus somme des travaux pour les forces non conservatives. Celles-là, j'y peux rien, elles sont non conservatives, elles sont non conservatives. Celles-là, je peux quelque chose parce que, justement, on vient de voir que lorsqu'elles travaillent, c'est pas perdu. C'est pas perdu, ça change l'état du système et ça le met dans un état où ça peut restituer la force, le travail. Eh bien, à ces forces conservatives, on associe une énergie potentielle, alors un truc qu'on appelle énergie potentielle, de la façon suivante, de telle sorte qu'en fait, le travail élémentaire de ces forces est égal à moins la variation d'énergie potentielle. Donc, il existe une fonction d'état EP associée au système telle que la force en question soit égale à moins gradient de EP. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que ça et ça, c'est la même chose? Alors, si ce n'est pas clair pour tout le monde, je vais juste rappeler la définition du gradient. Par définition, grade d'une fonction quelconque, je vais appeler phi, est le vecteur tel que grade de phi scalaire dr égale dφ. C'est la définition du gradient. Le gradient d'une fonction vous dit de combien varie la fonction quand vous vous déplacez d'un point à un autre, infiniment proche. Pour un déplacement élémentaire dr, la fonction dφ varie de grade de phi scalaire dr. C'est la définition du gradient, tout simplement. Il n'y a pas... Donc si vous appliquez cette définition à ça, vous allez voir que donc exemple, phi égale EP, et donc vous avez grade de EP qui est égal, grade de EP scalaire dr, par définition, c'est égal à d de EP. Et maintenant, si vous comparez à ceci, qui vous dit que la force scalaire dr, c'est moins d de EP, c'est-à-dire que d de EP, c'est moins la force scalaire dr, n'est-ce pas? Vous verrez que moins la force, c'est gradient de EP, et gradient de P, c'est moins... Enfin, la force, c'est moins gradient de EP. Donc c'est là, alors pour revenir à votre question de tout à l'heure, c'est là où le petit delta
devient un D différentiel. Il n'y a pas de fonction travail. Je ne peux pas dire le travail de la force dans cette configuration, c'est temps. Le travail est associé à un déplacement. Par contre, pour les forces conservatives, lorsque j'ai fourni un travail pour passer de là à là, j'ai changé la valeur d'une fonction d'état. Donc, dans cette configuration, il y a une énergie potentielle. Dans celle-là aussi, dans celle-là aussi, dans celle-là aussi. À chaque configuration correspond une énergie potentielle. Là, maintenant, c'est une fonction. Il y a une fonction énergie potentielle. À chaque position, dans chaque configuration d'un système, l'énergie potentielle vaut quelque chose. C'est pour ça qu'on parle de fonction d'état. À chaque état du système correspond une certaine valeur de cette fonction qu'on appelle énergie potentielle. Du coup, lorsque je passe d'un état à un autre, alors cette fonction d'état passe d'une valeur à une autre. Et je peux calculer la différence de valeur entre la valeur dans un état et la valeur dans l'autre état. Donc, EP, c'est bien une fonction dont je peux prendre la différentielle. La différentielle de EP, c'est la différence de l'énergie potentielle entre une configuration et une configuration juste voisine. Et pour les forces conservatives, donc, à chaque fois qu'on fournit un petit travail, en fait, on fait changer la valeur de l'énergie potentielle. De façon telle que le système puisse justement restituer le travail. Donc, ça, c'est un travail élémentaire, ce n'est pas la dérivée d'une fonction travail, donc c'est juste un petit élément de travail, mais ce petit élément de travail, pour les forces conservatives, est en fait la variation d'une certaine grandeur qui est l'énergie potentielle. Alors, avec le sigma, simplement pour que quand on lutte, c'est quand on lutte contre la force qu'on augmente l'énergie potentielle. Quand j'ai lutté contre le poids, j'ai augmenté l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, la variation de l'énergie potentielle n'est pas associée au travail de la force, mais au travail de la force qui s'y oppose, de l'opposé de la force, d'où le sigma. Sinon, en faisant travailler la force, on diminuerait l'énergie potentielle. Alors qu'au contraire, pardon, pas en faisant travailler la force, en travaillant contre la force, on diminuerait l'énergie potentielle. Non, en travaillant contre la force du système, on augmente l'énergie potentielle de façon à ce qu'ensuite il puisse la restituer. Quand la force elle-même travaillera dans le sens qui est son sens naturel. D'où le sigma, donc la force c'est moins le gradient de l'énergie potentielle, de façon à ce que le travail de la force de l'opérateur est égal à la variation d'énergie potentielle, et donc le travail de la force interne au système est égal à moins la variation de l'énergie potentielle. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je ne sais pas si j'ai été clair. Je suis obligé de résumer en 10 minutes un cours de 2 heures, donc évidemment, ce n'est pas méga pédagogique, mais il faudrait quand même que vous compreniez, donc n'hésitez pas à... C'est bon? C'est bon peut-être? C'est bon, on verra à l'usage, c'est ça? Ouais. Bon, ben on verra à l'usage alors. Alors, prenons un exemple, enfin, reprenons déjà les deux exemples qu'on a vus. Je vais me remettre, je ne voudrais pas effacer ça. Oh, s'il y a pas... Non. Je peux effacer là? Non, là. Là. Ah oui, si, pendant que j'ai... Tiens, je vais réécrire ce que je venais d'écrire là. Ah, non, je vais faire ça. Allez. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit là-bas? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, exprimer l'expression du gradient. Vous connaissez tous le gradient? L'expression en coordonnées cartésiennes. D'accord. Alors justement, par définition, grade d'une fonction phi scalaire dr, c'est dφ. Je vous fais remarquer que c'est l'équivalent à 3 dimensions de la dérivée standard. Hein. Si vous avez une fonction f de x, d'accord,
f' de x, enfin, df, la variation de f quand vous passez de x à x plus dx, c'est f' de x dx. D'accord? Dans la limite infinitésimale. Hein. C'est-à-dire f' de x est limite quand dx tend vers 0 de df sur dx. Hein. Donc au premier ordre, c'est ça. Hein. Eh bien, cette expression, c'est exactement la même, mais à 3 dimensions. Hein. Vous avez ici dφ qui vaut gradient de phi scalaire le déplacement. Et là, vous avez df qui vaut la dérivée de f fois le déplacement. Hein. Donc, ce gradient, ça vous dit... Vous avez une fonction qui a certaines valeurs partout dans l'espace, et ce gradient vous dit de combien varie la fonction quand vous passez d'un point à un point voisin. Quand vous passez d'ici à ici, la fonction phi ici en R et la fonction phi en R plus dr est telle que phi ici moins phi ici, c'est-à-dire dφ, c'est égal, cette variation, c'est égal à la dérivée, mais à 3 dimensions, de phi fois le déplacement. Hein, vous voyez l'idée. C'est une dérivée, mais le point clé, c'est que si vous passez de R à R plus dr, vous avez une certaine variation, mais si vous étiez déplacé dans une autre direction, vous auriez éventuellement une autre variation. Donc ça vous dit, en fonction de la direction dans laquelle vous déplacez, quelle est la dérivée dans cette direction-là. Donc ce gradient de phi, c'est un vecteur qui va vous dire, qui vous donne en quelque sorte la dérivée dans la direction que vous voulez. Dans la direction dr, c'est gradient de phi scalaire dr. Dans une autre direction, c'est gradient de phi scalaire cette autre direction. Alors, maintenant, quelle est l'expression en cartésienne? Il suffit d'écrire la différentielle dφ. Donc on est à 3 dimensions. Dφ de R, là, c'est, on l'a écrit déjà tout à l'heure, c'est dφ sur dx dx, plus dφ sur dy dy, plus dφ sur dz dz. D'accord? Ça, c'est juste la différentielle d'une fonction à 3 variables. Et dr, c'est quoi dr? Eh bien, c'est dx ux plus dy uy plus dz uz. Eh bien, vous lisez là-dessus que gradient de phi, c'est dφ sur dx ux plus dφ sur dy uy plus dφ sur dz uz. Si vous faites ça scalaire ça, ça donne ça. Donc, en coordonnées cartésiennes, les coordonnées de gradient de phi sont ça. Ça scalaire ça donne bien la différentielle de phi. Donc ça, c'est la définition du gradient. Et par conséquent, quand on l'applique en coordonnées cartésiennes, eh bien on voit que cette définition, sachant que dφ, c'est ça, conduit à identifier les composantes du gradient comme étant la dérivée partielle par rapport à chacune des variables. Donc c'est très simple en fait. C'est vraiment une dérivée. Suivant la direction ux, le gradient de phi, c'est juste la dérivée par rapport à x. Suivant la direction dy, c'est la dérivée par rapport à y.
par rapport à y. Et suivant la direction z, la dérivée par rapport à z. Et suivant la direction r, UR, c'est la dérivée par rapport à la variable correspondante. Donc ça vous donne, ce gradient, ça vous dit à la fois de combien, enfin, quelle est la dérivée de la fonction, quelle est comme une dérivée normale, ça vous donne la pente de la variation à l'endroit où vous vous trouvez, mais cette pente dépend de la direction où vous allez. D'accord ? Si vous prenez, voilà, prenons comme fonction la hauteur des points de ce cahier. Eh bien, par là, il y a une pente qui vaut ce que vous voyez là, qui est une certaine pente, mais par là, dans cette direction-là, si je me déplace dans cette direction-là, je ne vais pas changer la valeur de la fonction, la valeur de la hauteur des points du cahier. Dans cette direction-là, il n'y a pas de variation. Dans celle-là, elle est grande. Dans celle-là, elle est un peu plus petite. Eh bien, le gradient, c'est en fait un vecteur qui vous permet de calculer la variation dans n'importe quelle direction dr, c'est le gradient scalaire dr. C'est assez pratique. Alors, en l'occurrence, vous voyez que le gradient, peut-être on fera ça une autre fois, et je finis ma phrase, mais le gradient est orthogonal aux lignes équifonctions. Si phi ne varie pas dans un certain déplacement, c'est que gradient de phi est orthogonal à dr. Donc quand vous vous déplacez le long de points où phi ne varie pas, donc si je reprends mon exemple ici, si vous déplacez comme ceci, là, enfin je le refais là, si vous déplacez comme ça, la hauteur ne varie pas, donc dφ ne va pas varier, et par conséquent, le gradient est orthogonal. Si vous faites le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux, ça fait 0. Le gradient est orthogonal à ce déplacement. Et vous voyez qu'en fait, le gradient de la fonction hauteur des points du cahier, eh bien, le gradient est en fait dirigé suivant la ligne de plus grande pente. Ça, c'est une chose générale. En fait, le gradient est dirigé dans la direction où la fonction varie le plus. Bon, mais on reviendra sur ces choses-là, c'est peut-être pas capital de voir ça maintenant. En tout cas, voilà donc ce qu'est le gradient. Lorsque on a des forces conservatives, c'est-à-dire que quand on travaille contre ces forces, le travail qu'on a fourni n'est pas perdu, il se retrouve dans une variation d'une fonction d'état du système qui est l'énergie potentielle, donc ça peut être restitué. Alors, pour ces forces conservatives, donc, il y a une fonction d'état, et la relation entre cette fonction d'état et la force en question, c'est F égale moins gradient de EP. Mais il y a aussi, à notre échelle ou à l'échelle de la mécanique, quand on fait, suivant le contexte, il peut se manifester des forces qui, bien qu'en pratique, en principe, ne devraient pas détruire l'énergie et ne la détruisent pas, la font en fait disparaître dans d'autres dimensions, enfin à d'autres échelles plus exactement. Et donc, à l'échelle où on regarde, il existe des forces qui dissipent l'énergie, auquel cas, on ne peut pas associer une fonction d'état, parce qu'une fois que j'ai dépensé du travail, donc j'ai dépensé de l'énergie, j'ai fourni un travail, j'ai changé l'état du système, mais ce nouvel état ne permet pas de récupérer l'énergie. Donc il n'y a pas une fonction d'état qui dirait, maintenant dans ce nouvel état, j'ai de l'énergie potentielle, je peux rendre le travail. Non, ça n'existe pas. Donc il y a des forces conservatives et des forces non conservatives. Alors que se passe-t-il si on implémente cette idée au sein du théorème de l'énergie cinétique? Eh bien, on va simplement prendre acte du fait que... j'aurais dû me mettre un petit delta là d'ailleurs, parce que j'ai pris un DC. Je vais simplement prendre acte du fait que le travail élémentaire pour une force conservative, c'est moins D2EP. C'est ce qui était écrit là il n'y a encore pas très longtemps. Ça va être la somme sur les forces conservatives de moins D2EP plus la somme sur les forces non conservatives de delta W de F. Celle-là, j'en fais rien parce que je ne peux rien en faire. Elles sont juste non conservatives.
Et par conséquent, je peux passer ce terme-là de l'autre côté et obtenir D de C plus somme sur les forces conservatives de D de P égale somme des travaux des forces non conservatives. Voilà, à partir de là, rien ne m'interdit d'appeler la somme de l'énergie cinétique et, de l'énergie, et des énergies potentielles l'énergie mécanique et d'obtenir donc une autre version du même théorème sous la forme suivante, D de M égale somme des travaux des forces non conservatives. Dès lors que j'ai défini EM comme la somme des EP plus EC. Oui? Juste avant l'encadré, vous avez écrit plus W. Ah, voilà. D de EP plus W force conservative. C'est un sigma, hein? Ah oui, oui. Merci. Merci. C'est ça. Bon, donc ça, c'est le théorème de conservation de l'énergie, qui est en fait un théorème de non-conservation de l'énergie lorsqu'il y a des forces non conservatives. Et si ces forces, s'il y a pas, enfin, il peut y avoir des forces non conservatives qui ne travaillent pas. Tout ce qu'il faut, c'est que si ça ne travaille pas, eh bien, l'énergie mécanique se conserve. Donc, pour un système isolé, c'est-à-dire qu'il ne subit aucune force venant de l'extérieur, alors dans tous les cas, l'énergie mécanique se conserve. S'il n'est pas isolé, soit il n'y a pas de force non conservative, et l'énergie se conserve, soit il y a des forces non conservatives, mais elles ne travaillent pas, et l'énergie se conserve, soit il y a des forces non conservatives qui travaillent, et l'énergie ne se conserve pas, mais on sait exactement de combien elle varie exactement du travail des forces non conservatives. Voilà, donc ça, là, ce théorème de conservation de l'énergie est valable en toutes circonstances, mais il n'est rien d'autre que la traduction en termes énergétiques de la relation fondamentale de la dynamique, mdv sur dt égale somme des forces. On passe de là à là en 2-3 lignes. Ceci est une conséquence des lois de la dynamique. Bon. Quelle heure est-il? Il reste un quart d'heure? Ouais. Ah ouais, quand même. Alors, on va faire des petits calculs simples. On va faire... Est-ce que vous avez des questions? Donc, on a vu l'énergie potentielle de pesanteur, mgz, l'énergie potentielle élastique, 1,5 de KL moins L0 au carré. On peut calculer des énergies potentielles associées à n'importe quelle force conservative. Alors, toutes les forces fondamentales de la nature sont conservatives, puisque puisque la physique est conservative. Ça, ce n'est pas une loi fondamentale de la physique. La force élastique, c'est quand vous tirez sur un ressort, la force qui détermine la force qui s'exerce, les lois qui déterminent la force qui s'exerce, est une loi vraiment approchée, phénoménologique, parce que c'est la résultante de milliards de forces qui s'exercent entre les constituants du ressort.
Mais il se trouve que globalement, ça donne une force telle qu'on l'a écrite. On verra pourquoi un peu plus tard. Si on calculait l'énergie potentielle associée à la force de gravitation et à la force de Coulomb, ouais? Histoire de... Non? Oui, non, non. Oui. Alors, force de gravitation. Moins G, M1, M2 sur R2, UR. Donc ça, c'est une force fondamentale. À coup sûr, elle est conservative. Quelle est l'énergie potentielle associée? Quelle est la fonction EP telle que F de gravitation égale moins gradient de EP. À vue de nez, ouais. Alors, on n'a pas donné l'expression du gradient en coordonnées sphériques. Là, il est plus astucieux de passer en coordonnées sphériques puisque ça ne dépend que de la distance au centre et c'est radial. Hein, la force est toujours radiale. Alors, quand ça ne dépend que de R, le gradient en question, c'est D. Le gradient de EP, ça va être D de EP. Donc, moins D de EP sur DR, UR. Là, je vous ai dit, c'est la dérivée dans la direction du déplacement. Alors, il faut faire attention parce que quand en coordonnées... Bon, là, ça va, ça ne dépend que de R. En coordonnées donc, sphériques, si vous cherchez la composante suivant θ et suivant phi, c'est un petit peu plus compliqué. Mais suivant R, quand ça ne dépend comme ça que de R, il n'y a pas de difficulté. Donc, voilà ce qu'on a. Par conséquent, on a D de EP sur DR qui vaut G M1 M2 sur R2. GM1 M2 sur R2. Et donc, je peux même mettre des D droits puisque ça ne dépend que de R. Enfin, c'est pas faux, mais c'est juste pareil. Donc voilà. Et donc, vous avez EP qui vaut... EPI qui vaut... Ouais, alors enfin, la primitive... Ouais. Donc, moins 1 sur R. OK, hein? Oui, d'accord. OK, ça marche. Donc, c'est bien ça. Alors, attention, plus constante. En fait, l'énergie potentielle est définie à une constante près pour la simple et bonne raison que ce qui est physique, ce sont les forces. Si vous ajoutez... Le gradient, ce sont des dérivés. Si vous ajoutez n'importe quelle constante à l'énergie potentielle, sa dérivée sera nulle et ça ne changera pas la force. C'est pour ça qu'on a le choix de l'origine de l'énergie potentielle. Ce qui compte, c'est la variation de l'énergie potentielle entre un point et un autre. C'est ça l'essence du gradient. C'est comment ça varie quand on passe d'un point à un point voisin. Donc c'est la force qui est importante, c'est-à-dire le gradient de l'énergie potentielle. Donc si votre fonction, vous ajoutez ou vous retirez la quantité que vous voulez, ça ne va pas changer la façon dont elle varie. Donc l'énergie potentielle est toujours définie à une constante près. Mais en l'occurrence, donc pour l'énergie potentielle, vous pouvez en prenant la constante ici nulle, vous pouvez l'écrire comme ceci. L'énergie potentielle associée à la force de Coulomb. Alors la force de Coulomb, c'était 1 sur 4pi epsilon 0 Q1, Q2 sur R2, UR. Et donc de la même façon, vous voyez que ça donne une énergie potentielle qui vaut 1 sur 4pi epsilon 0 Q1, Q2 sur R.
Voilà. Moins le gradient de ce truc-là, ça va être égal à la force de Coulomb. Hein, je n'ai pas reprécisé que ça, c'est la force que la charge 1 exerce sur la charge 2 avec UR dirigé de 1 à 2. Évidemment, la force que 2 exerce sur la charge, que la charge 2 exerce sur la charge 1, c'est l'opposé. Donc, bon. Alors, de savoir que l'énergie se conserve, c'est très pratique pour résoudre un très grand nombre d'exercices sans avoir à résoudre les équations du mouvement. Par exemple, on a calculé tout à l'heure, lorsqu'on lâche un corps de masse m dans un champ de pesanteur g, on s'est demandé à quelle vitesse il arrive au sol si on le lâche d'une hauteur h. On a résolu l'équation du mouvement, on a regardé à quel instant il arrivait au sol, on a déduit à cet instant-là quelle est sa vitesse, puis on a calculé 1,5 de mv2 et on a obtenu le résultat. Si on sait déjà que l'énergie se conserve, alors on peut dire, si on le lâche sans vitesse initiale, l'énergie mécanique au départ, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, c'est-à-dire mgh, si on prend pour référence de l'énergie potentielle la position du sol. L'énergie cinétique est nulle si on le lâche sans vitesse initiale. Donc ça, c'est au début. Et à la fin, c'est-à-dire quand on sera au sol, bah, c'est toujours l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Et cette fois, c'est l'énergie potentielle qui est nulle, et l'énergie cinétique, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle s'écrit 1,5 de mv2, et comme l'énergie s'est conservée, eh bien, on a ça qui est égal à ça, et donc, V qui est égal à racine de 2GH, qui n'est pas inutile de savoir. Donc vous voyez que la vitesse n'augmente pas proportionnellement à h, mais à la racine de h. Si vous lâchez un corps de 4 fois plus haut, il ne va pas s'écraser avec une vitesse 4 fois plus grande, mais 2 fois plus grande seulement. Parce que le temps de chute, si vous chutez depuis une distance 2 fois plus haute, 4 fois plus haute, ça ne mettra pas 4 fois plus de temps à tomber. Parce que vous allez de plus en plus vite. Votre vitesse moyenne sera plus grande. En fait, vous mettrez que 2 fois plus de temps, 2 fois plus de temps à tomber, et donc vous ne serez accéléré que pendant 2 fois plus de temps. À accélération constante, vous aurez donc une vitesse 2 fois plus grande, et pas 4 fois plus grande. Bref. Autre exemple. Autre exemple, je démarre avec... j'ai un corps sur un ressort, j'ai une bille sur un ressort que je comprime. Longueur L, alors que la longueur à vide, c'est L0. Il est donc comprimé d'une certaine distance, D égale L0 moins L. D'accord ? Et puis je le lâche. Genre je joue au flipper vertical, d'accord ? Je comprime le ressort avec une bille dessus et je lâche. Que se passe-t-il ? La bille va être éjectée vers le haut. Question, jusqu'où elle monte ? Eh bien, il n'y a que des forces conservatives là-dedans. La force élastique qui va pousser au début, c'est une force conservative. Je néglige les frottements de l'air. Et puis, il y a le poids, qui est une force conservative. Alors, bien sûr, je pourrais résoudre l'équation du mouvement, écrire pendant la phase de montée ce que vaut la force, la somme des deux forces, en déduire l'accélération,
intégrer une fois pour avoir la vitesse, intégrer une autre fois pour avoir la hauteur, calculer à quel instant la vitesse s'annule, et reporter le temps dans l'expression de la hauteur pour voir à quelle hauteur j'arrive. Je peux faire ça. C'est un petit peu long, c'est inutilement long, c'est trivial, mais c'est inutilement long, sachant qu'il suffit d'écrire la conservation de l'énergie. Au départ, l'énergie du système vaut mg z initial plus l'énergie élastique, donc 1,5 de K d au carré, si d est la compression du ressort, plus une vitesse initiale 0, donc une énergie cinétique nulle, si je lâche le ressort. Donc voilà l'énergie totale au début et à l'arrivée, à la fin, c'est-à-dire au sommet de la trajectoire, je vais avoir mg z max plus, le ressort sera à nouveau revenu à la position d'équilibre, le ressort supposé sans masse, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'inertie, sa vitesse ne contribue pas à l'énergie. Ça, ce sera 0. Plus, quelle sera sa vitesse au sommet? 0 par définition. Donc en fait, on voit que l'énergie de compression, l'énergie élastique du ressort, sera entièrement transférée en la différence d'énergie potentielle entre la nouvelle position et la position de départ. Donc on aura en fait mg z max moins z initial, c'est-à-dire la hauteur maximale, enfin le dénivelé total est égal à 1,5 de kd2. Donc vous avez... voilà. Donc vous voyez que ça résout le problème de façon triviale, en une ligne. Il suffit d'écrire ce que ça valait, ce que ça vaut, et on a réglé le problème. Alors par contre, si je vous pose une autre question qui est, d'accord, ça va arriver à cette hauteur-là, mais à quel instant ça va y arriver? Alors là, évidemment, il va falloir résoudre l'équation du mouvement pour relier chaque position à un instant particulier. Là, vous n'avez pas le choix. Donc parfois, on est obligé de résoudre l'équation du mouvement. Mais bien souvent, en tout cas, à chaque fois que vous n'êtes pas obligé, ne le faites pas. Raisonnez sur l'énergie et ce sera bien mieux. Alors on peut également raisonner sur l'énergie, même quand il y a des frottements. Il faut juste les inclure dans le problème. Donc dernier exemple, puis je crois que ça va être l'heure. Dernier exemple, allez, dernier exemple, vous êtes sur un toboggan. Ouais, vous êtes sur un toboggan, vous partez d'une certaine hauteur h au-dessus du sol, il y a un angle alpha sur le toboggan, et vous glissez avec un certain coefficient de frottement. Coefficient de frottement mu. Vous avez une masse m. Question, quelle est votre vitesse quand vous arrivez en bas ? C'est comment en toboggan? C'est comme ça? Non, c'est 2B? Non, si c'est ça? Si c'est ça? Ah, vous parlez du troisième G qui est l'accélération de la pesanteur, c'est ça? D'accord. Quelle est la vitesse en bas du toboggan? En supposant que vous vous laissez glisser sans vitesse initiale. OK? Alors, en bas, c'est ici, enfin, d'accord, le point haut, bref. Alors, voyons. On va écrire la conservation de l'énergie.
Donc, énergie mécanique égale EP plus EC. Alors, au début, vous avez MGH, en prenant comme référence 0. On prend la référence où on veut, tout ça est défini à une constante près. Donc, par exemple, ici, c'est 0 pour l'énergie potentielle. Donc, au début, vous aviez MGH plus 0, pas de vitesse. À l'arrivée, vous n'avez plus d'énergie potentielle. Par contre, vous avez effectivement une certaine vitesse, ce qu'on cherche, 1,5 de MV2. Mais il y a une autre force dans le système, une force non conservative qui est justement la force de frottement. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'énergie potentielle, l'énergie mécanique à l'arrivée est égale à celle qu'elle valait au début. Par contre, vous pouvez dire que delta de EM, non, c'est effacé, mais bon, est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. L'énergie que vous n'avez plus, elle n'est pas perdue pour tout le monde, elle est perdue dans une autre échelle, mais c'est précisément égal au travail des forces non conservatives. Donc delta de EM égale travail des frottements. C'est la somme des travaux des forces non conservatives. Pourquoi la flèche des frottements, vous l'avez mis vers le bas? Ah non, non, c'était la flèche du mouvement de sa vitesse. Mais le frottement, effectivement, s'oppose au mouvement. Mu, c'est quoi alors? Non, mu, j'indiquais que ça, c'est le coefficient de frottement. C'était pour dire que, ouais, au contact, il y a un coefficient de frottement. Pardon. La force de frottement, effectivement, s'oppose au déplacement. Alors, donc, que vaut le travail des forces de frottement? Ah bon? Et pourquoi il serait nul? Non, pardon, il n'est pas perdu, mais il est inversé, il est à 180 degrés quoi, par rapport au déplacement. La force de frottement est comme ceci, Ouais. parce que le déplacement est comme ça. Ouais. Mais quel est son travail? Ben, c'est égal avec un moins, avec un F fois le déplacement, c'est-à-dire la longueur. Voilà, donc c'est F fois le déplacement. Alors, oui, c'est F fois le déplacement. Alors, le déplacement, c'est ça, donc c'est H sur sinus alpha. Hein? Donc, c'est égal à F fois H sur sinus alpha. Et F, alors, F, c'est si on écrit F égale F U. Hein, U comme ceci. Donc F est négatif, hein, donc le travail va être négatif. Alors, soit on met moins F, et, enfin bon, en tout cas, il est négatif. Alors la question, quelle est cette force de frottement? Alors on a vu que dès lors que ça glisse, c'est égal à mu fois la valeur de la réaction normale. Et la réaction normale, donc ça c'est, en fait ça fait moins mu Rn H sur sin alpha. Et que vaut donc la réaction normale? Eh bien, c'est ce qui empêche le corps de rentrer dans le support. Et donc, vous avez le poids comme ceci qui vaut mg. Et donc, sur l'axe orthogonal à U ici, vous avez là mg cos alpha. Donc, Rn, c'est mg cos alpha, enfin, dans l'autre sens. En norme, Rn, c'est mg cos alpha. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc ça fait moins mu mg cos alpha h sur sin alpha. Voilà. C'est pas simplifiant pour 1 sur tangente? Oui, tout à fait. On peut écrire ça comme 1 sur tangente. Et donc maintenant, on va pouvoir écrire que EM à l'arrivée, 1,5 de MV2, moins EM au début, MGH, est égal à moins mu mg sur tangente alpha h. Donc vous voyez, en fait, on a écrit une équation de conservation de l'énergie, bien que l'énergie ne se conserve pas, puisqu'on sait de combien elle ne s'est pas conservée. Alors, il faut calculer la perte d'énergie, mais voilà, on vient de la calculer, ça prend une ligne.
Et donc, bah voilà, on cherche V, et ça y est, c'est fini. Enfin bon. Donc V égale GH facteur de 1 moins 1 sur tangente alpha de racine. Il y a un mu quelque part, le voilà. Voilà, sans écrire d'équation du mouvement. Alors évidemment, on ne sait pas à quel moment on arrive en bas, mais on sait qu'on arrive avec cette vitesse-là. Vérifions vite fait l'homogénéité. V égale racine de 2GH, c'est ce qu'on obtient quand il y a une chute libre. D'ailleurs, on est content de voir que si mu égale 0, s'il n'y a pas de frottement, on retrouve ce qu'on attend. Donc a priori, c'est pas mal. Et puis maintenant, voyons comment ça varie avec alpha. Si alpha augmente, on s'attend à ce que la vitesse augmente. Alors si alpha augmente, sa tangente augmente, donc ça diminue, donc on retire moins de choses à la vitesse, donc elle est plus grande, donc ça va dans le bon sens. Bon, ça a l'air d'être correct, c'est homogène, ça a les bons comportements, on retrouve bien la valeur qu'on attend quand il n'y a pas de frottement. Je pense que cette formule est juste. OK ? Bon, allez, merci.